En 1606, Castelnau du Montmirail. Dans une cité blottie entre des montagnes austères, Solène, jeune sorcière de 19-20 ans, est une énigme. Son pouvoir, bien trop grand pour son âge, fait trembler les murs de pierre et frissonner les rumeurs. On l'a dit maîtresse du roi Théodoric. À l'orée de la forêt, dans la crypte du loup, vit Prudence, un vampire de 4 siècles. Entre la disparité de leur nature et de leur âge, une amitié sincère les unit. Lorsque tombe la nuit, Solène brave les ombres pour rejoindre son amie. L'hiver dernier, elle a tissé un sortilège rare, une brèche dans l'espace-temps, offrant à Prudence la faculté de s'échapper vers le XXIe siècle. Néanmoins, les chroniques que Prudence rapporte de ses errances temporelles ne parviennent guère à susciter l'enthousiasme de Solène. Les machines volantes, les édifices qui défient les cieux et où s'agglutinent les hommes, tout cela lui semble dénué de sens. Les lumières artificielles et le vacarme perpétuel l'épouvantent davantage qu'ils ne la séduisent. À l'opposé, malgré son aura troublante, son teint pâle, ses iris évanescents, Prudence se sent comme chez elle au XXIe siècle. Car l'insouciance et l'excentricité de cette époque la rendent en quelque sorte ordinaire. La nuit se déploie lentement, enveloppant la chambre royale d'une lueur chaleureuse émanant du vaste feu de cheminée. Les flammes dansent avec une intensité aussi brûlante que les ébats passionnés de Solène et du roi Théodoric. C'est si rare qu'elle s'autorise ces instants d'abandon où il se perd volontiers dans les bras de ce monarque. Pourtant, au moindre signe de menace, son pouvoir serait capable d'anéantir n'importe quel roi d'un simple claquement de doigts, même le plus puissant de tous les rois. Théodoric n'est pas un roi conquérant. Il ne possède que peu de terres, mais il la défend toujours avec honneur. Au dire des hommes qui l'accompagnent sur les champs de bataille, c'est un redoutable guerrier. Et, au regard complice des femmes lors des soirées de bal ou de banquets, c'est un formidable amant. Oh, mon roi, mon seigneur! Jouant de sa voix douce, elle flatte le roi. « Sire, votre vigueur est sans pareille. » Théodoric ne répond pas immédiatement, mais soudain, d'un ton pensif, il l'interpelle. « Enchanteresse ?» « Majesté ?» « Je te prie de bien vouloir m'éclairer sur les voies du temps et de prédire ce que les astres me réservent. » Mais le roi, nu, du haut de ses 46 printemps, de sa haute stature et du peu d'intérêt qu'il accorde aux prédictions d'une jeune enchanteresse, s'est endormi. Solène, le sourire toujours aux lèvres, n'en est pas offusqué, au contraire, car la nuit a maintenant conquis le ciel, il est donc temps d'aller libérer son amie Prudence, mais pas sans invoquer un sortilège. Théodoric du Grand-Mont, fils de Théo le Grand, à l'aube, ce moment s'effacera de votre mémoire. Vous ne garderez qu'un rêve de votre bien-aimée défunte épouse. Dormez bien, votre majesté. Café. Lilith, raconte-moi comment tu as géré ta journée, hein ? Cet été, la chaleur est suffocante. Comme chaque année en juillet, lors de la grande moisson des céréales, les moissonneurs implorent un répit bien mérité. Même les tavernes, d'ordinaire animées, ferment leurs portes à la décrépitude du jour. Ainsi,
La cité, alors, s'abandonne à un silence peu coutumier. Seule la complainte des loups dans la forêt qui entoure l'ancestrale crypte vient rompre cette quiétude, leur chant funèbre se propageant à travers la pénombre. Parfois, leur invocation nocturne atteint la cloche de la chapelle, laquelle domine la cité et la fait osciller sous sa sinistre influence. Traverser la grande place, franchir l'imposante porte de la ville et s'engager dans la forêt. D'une démarche assurée, Solène s'immerge dans les ténèbres de la crypte, oubliée des hommes. L'atmosphère y est saturée d'un parfum âcre de renfermé et de moisissure, entrelacé d'une essence de mystère et de sacralité. Prudence gît là, les yeux écarquillés, emplis d'une terreur aussi glaciale qu'effrayée, fixant ce qui pourrait être son plus sombre cauchemar ou son plus cruel démon. Mais, à la lueur de la vie qui la ressuscitait, elle ne garde aucune mémoire du péril qu'elle paraissait affronter un instant auparavant. Quelle est la raison de cette belle humeur ? Interroge-t-elle, offrant son poignet au-dessus des lèvres de son amie afin de la nourrir de son sang. Je t'ai vu avec le roi. C'était torride. Nous avions convenu que tu cesserais d'entrer dans ma tête, vampire. C'était une promesse. Tu sais bien que je ne tiens jamais mes serments. Ce qui en vérité n'est qu'une demi-vérité. L'amitié et la fidélité de Prudence envers Solène sont inébranlables. Les tromperies ou les engagements non honorés ne touchent que des futilités. D'ailleurs, reprend-elle, Tu perçois clairement mes incursions dans ton esprit, sorcière. Si tel était ton désir, tu me rechassais. Grâce à toi, je ressens la liberté. Et, par tous les enfers, ces délicieuses débauches avec ton roi, sa vigueur, cette majestueuse protubérance. Assez. l'interrompt Solène, plaquant sa main sur la bouche de son amie, une grimace faussement sévère aux lèvres. Observe tant que tu veux, mais tais-toi. Je t'en conjure. Cette majestueuse protubérance est royale. Lorsque les deux femmes apparaissent hors de la crypte, le cheval de Solène redresse son encolure, pointant ses oreilles vers l'avant, alerté par l'aura prédatrice qui émane du vampire. Prudence, souveraine incontestée de ces bois, règne sur la faune comme une alpha des ténèbres. Fin. Manger chiant. Tu sais, Solène, combien je désire que tu découvres ce que sera le monde dans quelques siècles. Mais à chaque traversée, je m'efforce, oh combien je m'efforce, de t'en rapporter un vestige. Mais hélas, rien, absolument rien, ne franchit la barrière des âges. Pas même une étoffe. Le lien qui te porte à travers le temps est un pacte fragile entre ton essence et ces âmes errantes que j'ai invoquées pour toi. Tu n'es plus de ce monde, mon année, et sache qu'une âme n'est pas un baluchon dans lequel que pourraient transporter des objets d'un univers à l'autre. Quant à moi, j'aime mon existence ici, et tant que mon cœur battra dans ce monde, je ne pourrais entreprendre ce voyage, même si l'envie m'en prenait. Ainsi, ma jeune amie, tu te condamnes à vivre simplement, sans éclat, toi qui as la chance d'avoir un pied dans les ténèbres et l'autre dans la lumière. Pourquoi ne profites-tu pas de ce double privilège ? Sûrement parce que je n'ai pas ton âge.
Tu as 4 siècles. Moi, je n'ai pas encore 20 ans. J'ai, oui, l'envie de vivre. Simplement, d'affronter les étapes, une à une. Toi, tu as tout vécu. Et sans doute plusieurs fois. C'est normal que tu sois lasse. Je le comprends très bien. J'aurais essayé. Tu me regarderas vieillir. Pause. Bien, où j'en étais Ah ouais. Après une longue discussion, elles arrivent enfin devant le puits... Non, un lac. Ouais. Arrivées enfin au lac des Brumes, Solène et Prudence foulent le ponton de bois usé, ses planches craquant sous leurs pas comme des os anciens. Consciente de la puissance capricieuse des brumes, la sorcière s'y aventure avec une prudence sacrée, ses rituels ancestraux exécutés dans un silence révérencieux. Debout sur la dernière planche du ponton, elles plongent ensemble dans l'étreinte opaque des brumes, s'évanouissant dans un univers sans contour ni fin. Ce lac est une énigme pour les villageois. Ils y pêchent des truites grasses, ignorant les courants occultes qui frémissent sous sa surface miroitante. Mais pour les sorcières aguerries, ce n'est pas un simple étang, c'est un abîme sans fond, une gueule béante ouverte sur le cœur palpitant des ténèbres. Un creuset de magie noire où les esprits, des démons aux ailes calcinées aux entités célestes déchues, se frôlent, s'entrelacent. De ces unions contre nature naissent des malédictions, fléaux sournois qui s'abattent sur le monde des hommes. Pestes insidieuses rampant d'un continent à l'autre, les grimoires anciens nomment ce lieu le miroir du ciel, sa face obscure, un reflet où la lumière se noie dans l'ombre. Adaptalibus et magnis disparatura. Tous les exilés célestes sont attirés par la beauté de Solène, mais Grégoire est le seul qui ose l'aborder. Il se propulse vers elle tel un courant d'air et lui exprime son désir en citant les écrits sacrés de la Genèse. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femme celle qu'ils choisirent parmi elles. Grégoire, ton charme est indéniable et ta référence aux écrits sacrés est touchante. Mais souviens-toi de leur suite. Ces unions ont enfanté les Néphilim, géants tumultueux qui ont semé la ruine. C'est une leçon gravée dans le sang et la cendre, un avertissement que nous ne pouvons feindre d'ignorer. Dans le monde des brumes, l'avenir des sorcières et leur destinée importe peu. Ici, seuls les cataclysmes retiennent l'attention. La perspective d'un tel bouleversement infuse une énergie sombre et une excitation palpable, où chaque entité, qu'elle soit de lumière ou d'ombre, attend avec une anticipation fébrile le prochain grand événement qui ébranlera les fondations des mondes.
Solène, en communion avec ses consoeurs, s'imprègne des pulsations du monde. Des chuchotements s'élèvent et se propagent avec aisance, portés par l'opacité de la brume. Ces murmures voyagent d'un pays à l'autre, d'Écosse en Bulgarie, d'une forêt du sud de l'Allemagne jusqu'aux plaines de l'Est. Ils sont si nombreux qu'il est difficile de se concentrer sur une seule source. Mais parmi ce flot d'informations, les thèmes de la persécution et de l'inquisition dominent les conversations. C'est bon ça. Eh bien, nous pouvons à présent affirmer qu'ils n'ont pas besoin de se nourrir pour survivre. Ce sont des animaux, alors oui, on pourra les laisser, si on réussit à supprimer leur plus bas instinct. Ils ne redeviendront pas humains, mais ils pourraient devenir une main-d'œuvre très docile. Ainsi, nous pourrons rendre à ces créatures une partie de leur intelligence et de leur souffrance. Cette incursion n'avait rien révélé à Solène qu'elle ne sût déjà. Sous le règne du pape Clément XIII, les temps sont incertains. Et l'Inquisition est un fléau pour ses sœurs, bien qu'elle se cantonne, pour l'heure, aux campagnes proches des grandes cités. Mais cette plongée au cœur des brumes n'était qu'un prétexte, une offrande à prudence. La vampire assoiffée de sensations charnelles y cherche un écho tangible de son humanité, perdue. Pourtant, lorsque Solène la retrouve, la scène est déchirante. Prudence est là, affalée dans un abandon misérable, la tête renversée, entourée de spectres faméliques, avides de luxure. Son visage porte les stigmates d'une tristesse abyssale, d'une humiliation qui éclipse tout plaisir. Solène ne peut supporter cette vision. Une fureur contenue embrasse son regard. Son visage, d'ordinaire si serein, se tord en un masque de rage. Ses poings se serrent. Ses lèvres murmurent l'incantation d'une puissance brute, un sortilège d'expulsion d'une violence rare. Si je te dépose mes clés dans ta boîte aux lettres, tu pourrais passer nourrir Lilith ? Oui, bien sûr. Tu pars en voyage ? Je vais m'isoler quelques jours à la montagne. Ok. Si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas. Merci.
Bienvenue chez moi. J'ai faim. Quand t'as une cuisine comme ça, tu manges pas des surgelés à 3 balles. Eh ben si. Bien, il y a un vampire qui m'attend. Prudence, dénuée de toute honte, accepte la fureur de Solène sans rancœur. Sous des grands chênes, elle scrute la lune, évaluant le temps qui lui reste avant que la colère ne l'emporte. Elle invoque l'incantation préparée par Solène. Par les étoiles du temps passé et le futur qui vient hâter, que ce siècle soit traversé, au 21e soit projeté. Avec ces mots, le sort est lancé, de 1600 à 2000 envolés. Ça fait mal. De 1600 à 2000 envolés. Que le passage soit accordé pour que dans le nouveau monde tu puisses entrer. De 1600 à 2000 envolés. Que le passage soit accordé pour que dans le nouveau monde tu puisses entrer. Par tous les enfers, ça fait mal. Avant de s'immerger dans ce monde étranger, Prudence sait ce qu'il lui faut. Des vêtements pour masquer sa nudité et du sang pour apaiser le feu qui gronde en elle. La robe légère de l'infortunée, d'un rouge aussi profond que le sang qu'elle s'apprête à offrir, sera l'écrin parfait pour se fondre dans ce siècle inconnu. Un bruissement étrange tira Solène du sommeil. Les pages de son grimoire s'agitaient, comme prises d'une fièvre surnaturelle. Une voix spectrale s'éleva des pages. Le cœur de la cité saigne. Une ombre s'éveille là où la foi se dresse. Prends garde. Bonjour. Tout au fond, près de l'autel, elle aperçut le père Louis, son visage marqué par les années mais toujours empreint d'une bonté paternelle. Il discutait à voix basse avec un homme en robe écarlate dont l'allure trahissait une autorité redoutable. Soudain, un craquement résonna dans l'église, imperceptible pour les autres mais assourdissant pour Solène. Son regard se porta vers l'immense vitrail dominant l'autel. Une silhouette s'en extirpa, comme si le verre prenait vie. Seule une sorcière comme Solène pouvait voir cette abomination. Viens Solène, il faut que je te parle.
C'est de la plus haute importance. Mon père? Louis lui rendit un sourire bienveillant, mais ses yeux trahissaient une urgence. Le prêtre, d'ordinaire si calme, semblait rongé par l'angoisse. Ses mains, marquées par le temps, tremblaient légèrement. Père Louis, qui est cet homme? Le cardinal Bellarmin, Robert Bellarmin, envoyé par Rome. Que fait-il ici? Il traque les hérétiques, les sorciers. Ces hommes de main, des chasseurs de l'Inquisition, rôdent déjà dans les ruelles. Mais ce n'est pas tout. Il est accompagné d'un nécromancien. Un nécromancien. Il se nomme Malric, un homme dont la magie noire corrompt tout ce qu'elle touche. Il sait qui tu es. Il connaît ta complicité avec moi, et il sait pour prudence, pour la brèche que tu as ouverte vers le futur. Comment? Malric connaissait ta mère. Ils étaient liés, jadis, avant ta naissance. Je ne sais tout, mais il prétend qu'elle lui a volé un secret, une clé pour dompter le temps. Il veut la formule de ton sortilège. Jamais. Solène. Il menace de nous dénoncer à Bellarmin si tu refuses. Toi, apprends-moi à faire ça. Ici, c'est un salon, pas un centre de formation. Puis franchement, le look vampire, ça fait quelques années que c'est fini. À ton âge, c'est pathétique. Elle ne veut pas qu'on soit amis. Pourquoi? Tiens, prends ça, pétasse. Fait jour. Faut dormir. Faut dormir. Réveille-toi, voyageuse, car si tu demeures en ce songe, jamais tu ne retrouveras ton monde. Oh waouh, je l'ai senti. J'ai rien vu, rien entendu. J'efface. Un frisson parcourt Prudence. Un homme ou son apparence? Ses yeux, luisants comme ceux d'un loup, sont rivés sur elle. Une voyageuse. Et toi, tu n'es pas d'ici. Que veux-tu? Je ne veux rien. Je suis curieux. Ton parfum n'appartient pas à ce siècle. Le tien ne passe pas inaperçu.
surtout lorsqu'il trahit l'éclat d'une sorcière. Le mot sorcière l'a fait tressaillir. Il sait, pas tout, mais assez pour deviner son lien avec Solène. Cet étranger est dangereux, par sa force et ce qu'il représente, une menace pour son équilibre fragile. Qui es-tu? Appelle-moi Silas, je suis un collectionneur d'histoires. Voyageuse, la tienne est une rareté. Ces mortels dansent, s'oublient. Mais toi, pourquoi t'abaisser à marcher parmi eux? Une berline massive au chrome rutilant s'arrêta net, son pare-choc frôlant les cuisses de Prudence. Celle-ci tourna lentement la tête, détaillant les occupants avec une curiosité distante. Puis, sans leur accorder davantage d'attention, elle reporta son regard sur Silas. Mais il n'était plus là. Tu vas te bouger? Tu vas te sortir les doigts? Je ne te le répéterai pas. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que cette chose insignifiante est censée me faire? Solène, je ne sais pas ce qu'il se passe. Pourquoi veux-tu me donner tes ailes? La porte du diable. L'ère glaciaire 15 000 avant Jésus-Christ. Les steppes du Kazakhstan. Rome au IIe siècle. 8e siècle, la mer de Norvège. 20e siècle, Espagne, côte atlantique. Pourquoi l'armée? Il paraît qu'elle est dangereuse. Vu son état, ça m'étonnerait qu'elle fasse du mal à qui que ce soit. C'est un légume. Le neurologue parle d'un cas particulier. Tu m'étonnes. Il n'y a que son cerveau qui pédale, rien d'autre. Cool. On l'ouvre quand? Une équipe doit passer la préparer. On la descend au bloc aujourd'hui. Mama died in a hotel room. Daddy ran with a gun in hand. Left me standing in the devil's land. I learned to fight before I learned to read. Their throne. Stop. Oh putain. C'est une grand-mère? Madame, madame, vous m'entendez? Elle est morte? Non, je crois pas. Appelle les secours et va chercher des fringues dans mon sac. Madame? Ne vous en faites pas, les secours ne vont pas tarder. Allô? Allô? Putain de réseau de... Allô? Pardonnez-moi,
Pardon? Vous pouvez répéter? Bon, bah y a pas de réseau. On a qu'à l'embarquer, on la dépose. Hein? Tu es là, sorcière. C'est vraiment toi. Oui, je suis là. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais ça doit être grave pour que je sois arrachée à mon époque. Mon ami, par ma foi, je crois que je vais t'en vouloir longtemps de m'avoir entraînée dans ce monde. Les poumons sont non fonctionnels. Le cœur est en arrêt complet depuis des heures. Aucun organe n'est perfusé, mais l'activité corticale reste étonnamment présente. Depuis combien de temps? On approche les 72 heures. Observe les clichés, ils ont 48 heures d'intervalle. Qu'est-ce que tu veux que je voie, à part qu'on lui a raccourci la tignasse? Ses traits sont plus marqués, l'atrophie musculaire faciale progresse. Elle a visiblement perdu du poids. Mais ce qui est incompréhensible, c'est l'état de l'épiderme, aucune nécrose. Et son front a une blessure par projectile. Exact. Regarde bien. Une fine couche de derme s'est régénérée à l'emplacement exact de l'impact. C'est biologiquement inconcevable. Et pourtant, tu l'as sous les yeux? Tu as déjà vu un tableau clinique similaire? Jamais. C'est totalement hors norme. Ce qu'on observe ici dépasse nos référentiels. Bien. Ça par contre, on connaît. Heure du décès, tout ça. Je te laisse remplir le formulaire. Bon week-end à lundi. Voyageuse, tu n'es pas faite pour vivre dans ce siècle. Elle entendit chaque mot et reconnut la voix de Silas. Cet homme qui en savait trop. La balle qui lui avait perforé le crâne n'aurait dû être qu'une piqûre pour une vampire de son âge. Mais son corps refusait d'obéir. Quelque chose avait changé en elle.